Bonjour et bienvenue à cette troisième émission dédiée à l'histoire de la Mésoamérique. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière période, le post-classique, qui commence vers 900. C'est la date à peu près de la chute des royaumes des basses terres méridionales Maya et jusqu'à l'arrivée des conquistadors. À partir du VIe siècle, des peuples venus du nord du Mexique actuel commencent à migrer et à arriver en Mésoamérique. D'origine chichimec, c'est un terme synonyme de septentrionaux et désignant aux yeux des civilisations du centre-Mexique un ensemble de peuples semi-nomades, barbares, habitant au nord du Mexique jusqu'au sud-ouest des États-Unis. Le déclin des grandes cités de l'époque classique ouvrit la voie à de nouvelles relations avec ces peuples du nord. Leur arrivée permit un élargissement considérable des réseaux de relations culturelles et commerciales qui s'étendirent alors jusqu'aux régions sud-ouest des États-Unis. L'influence culturelle de Mésoamérique pénétra ainsi vers le nord, des cités se dotant d'ouvrages monumentaux et de pyramides. Ces nouveaux flux de population entraînèrent de nouveaux mécanismes sociaux et politiques multiethniques qui transformèrent la culture des cités, tout du moins celles qui arrivèrent à s'adapter, les autres s'écroulant à défaut de réformes appropriées. La cité toltèque de Tula, placée dans le chemin migratoire, put grâce à cela renforcer son pouvoir à partir de 800-900 et s'affirmer comme nouvelle capitale politique et culturelle majeure du centre-Mexique. Jusque dans le Yucatan pourtant éloigné, ces migrations auront une influence. Chichén Itzá, site maya très célèbre, fait aussi partie des cités profitant du renouveau culturel et politique, acceptant donc l'influence des peuples venus du centre-Mexique. La preuve en est El Castillo, cette pyramide à 9 degrés construite en l'honneur de Kukulcán, le serpent à plumes, traduction maya du Quetzalcoatl du Mexique central. Quant au terrain de jeu de balle de Chichén Itzá, c'est le plus grand de toute la Mésoamérique. La cité devient la capitale d'une confédération de cités étendant son influence sur une grande majorité du Yucatan entre 1000 et 1200. Puis, profitant d'un conflit entre Chichén Itzá et l'approche Etzamal, la cité de Mayapan mit à sac la ville en 1221. Peu de temps après, Chichén Itzá ne se relèvera pas et sera abandonnée, faisant de Mayapan la nouvelle capitale régionale. Comme la plupart des grands sites archéologiques mayas, les bâtiments visibles de nos jours à Mayapan ne représentent qu'une fraction de la ville. Généralement, c'est toujours la place du centre monumental qui est mise à jour, car avec les édifices les plus impressionnants et prestigieux, et surtout en pierre. Les habitations, de simples huttes de bois et de chaume, ne peuvent survivre aux aléas du temps après un abandon de cité, ne laissant que de vagues traces à deviner par les fouilles. C'est un peu comme si aujourd'hui on ne laissait voir d'une ville moderne que sa place de la mairie, avec une église, une synagogue, une mosquée et son stade. Et si le centre de Mayapan comprenait à l'origine près de 120 édifices, il était entouré des résidences de la noblesse, puis de près de 4000 ensembles d'habitations. La domination de Mayapan sera de courte durée. Près de 200 ans après sa prise de pouvoir, la cité est pillée et abandonnée à son tour. Comme expliqué dans la vidéo précédente, les cités se font et défilent très vite en Mésoamérique, ne durant pour la plupart que quelques siècles. À la chute de Mayapan, le pouvoir maya de la péninsule va alors se diviser en plusieurs provinces indépendantes et il y en aura 16 à l'arrivée des conquistadors. Ces petites provinces seront néanmoins prospères et riches, comme en témoignent les vestiges de Tulum en bord de mer. Vers 1250, la chute de l'état toltèque de Tula provoque le passage du post-classique ancien au post-classique récent. À l'issue de cette chute, une nouvelle vague de migration de peuples venus du nord, dont les Toltecs, commence. Parmi eux, on trouve aussi le peuple des Mexicains, qu'on appelle également les Aztèques. Tenayoca est la première capitale à être fondée par un peuple chichimec venu du nord, s'installant dans la vallée de Mexico durant le XIIIe siècle. Elle sera conquise plus tard par les Aztèques en 1434 pour l'intégrer à leur empire. Si tout le monde connaît les Aztèques de nom, en réalité ils ne représentent qu'une infime partie terminale de l'histoire mésoaméricaine.
une ascension fulgurante qui va les propulser de peuples migrants à dirigeants d'un vaste empire. Mais avant d'en arriver là, au départ, les Aztèques, ou Mexica, après quelques errances, s'installent dans la vallée de Mexico et vont fonder en 1325 leur capitale, Tenochtitlan, sur les îles marécageuses du lac de Texcoco. Cet ancien lac salé, aujourd'hui très largement asséché hormis quelques étangs et marais salants, est recouvert par la métropole moderne de Mexico. C'est le début de l'hégémonie aztèque qui, en à peine un siècle, vont exercer leur influence sur une vaste région du Mexique central. À peine 13 ans après la fondation de Tenochtitlan, les Mexicas subissent une scission qui amène une partie de la population à fonder à proximité directe la cité de Tlatelolco. Par des jeux politiques, d'alliances diverses et de mariages avec les petites puissances locales entourant les Aztèques, ils prirent de plus en plus d'importance jusqu'à un conflit contre les Tépanèques, puissance dominante locale, qui se firent renverser. Dès lors, en 1433, Tenochtitlan, Texcoco, mais aussi Tlacopan, une ville tépanèque restée neutre, firent une alliance à trois, les faisant devenir les puissances dominantes de la vallée. C'est cette triple alliance qui va être à l'origine de l'Empire aztèque. Les conquêtes se firent ensemble et les tribus partagées. L'Empire aztèque n'est donc pas du tout à voir comme un empire unique et centralisé comme l'Empire romain. C'est davantage une confédération de royaumes avec leur politique interne sous l'autorité suprême des Tlatoani, des trois royaumes de la Triple Alliance, régnant à Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. Avec le temps, les trois villes se sont spécialisées dans leur domaine, les questions législatives et d'ingénierie pour Texcoco, souvent désignée comme étant la capitale intellectuelle, Tenochtitlan se chargeant de la guerre, et Tlacopan de la production agricole. La soumission des peuples de l'Empire devait se faire par des règles protocolaires et des versements de dons aux trois cités. En cas de refus, la conquête militaire forçait à la mise en place d'un tribut. Mais la dynastie politique locale était la plupart du temps conservée. D'autres peuples conquis payaient un tribut mais gardaient une relative autonomie. Cette autorité relativement lâche, où d'ailleurs l'absence de garnison ne permettait pas une véritable domination territoriale, faisait de l'Empire aztèque un domaine relativement instable, sujet à de nombreuses rébellions de cités refusant de payer leur tribut et menant à de constantes reconquêtes. L'empereur le plus connu et glorieux de l'histoire du Mexique reste Moctezuma Ier, deuxième empereur des Aztèques et cinquième Tlatoani de Tenochtitlan. Ça fait beaucoup de mots compliqués dans une phrase, ça. Durant son règne entre 1440 et 1469, il va faire de Tenochtitlan l'acteur dominant de la Triple Alliance et mener nombre de conflits qui vont faire croître considérablement l'Empire aztèque, mais aussi apporter nombre de réformes socio-économiques qui vont consolider cet empire naissant. Les conquêtes territoriales de la Triple Alliance continueront durant les règnes des 4 empereurs suivants jusqu'à Moctezuma II qui sera défait par les conquistadors. Alors c'est assez curieux de se dire que la culture populaire nous montre une fausse image des ruines aztèques, car les agences de voyage nous proposeront des pyramides aztèques et mayas, mais la réalité c'est que la plupart du temps il s'agit seulement de vestiges mayas. Le mot aztèque devenant alors dans l'esprit commun une sorte d'adjectif général pour désigner toutes les civilisations mésoamériques, mais sans aucune réalité archéologique. Par exemple, ça, c'est Maya. Ça aussi c'est Maya. Ça par contre c'est Teotihuacan, c'est pas aztèque. Et ce sera un peu le cas pour les vestiges de cités qu'on trouvera dans le Mexique central appartenant à d'autres peuples. En réalité, vous serez bien en peine de trouver des vestiges aztèques, tout simplement parce que leur centre culturel, Tenochtitlan, a été rasé et recouvert par la capitale moderne de Mexico. Alors il reste bien quelques petits vestiges des 3 capitales de l'Empire aztèque éparpillées au milieu de la métropole de Mexico, mais c'est bien dérisoire par raison des grands sites archéologiques qu'on connaît. En même temps que les Aztèques, plus à l'ouest, l'État tarasque se développe aussi considérablement, au point de devenir le principal adversaire à tenir tête aux visées expansionnistes aztèques. Leur capitale était Tzintzuntzan. Non mais c'est une blague ce nom, c'est pas possible. Le long de la côte atlantique, les Huaxtèques sont une civilisation avec des cités, mais où ils ne portent pas de vêtements. Conquis par les Aztèques, ils payent un tribut, mais garderont une relative autonomie. Des poches resteront indépendantes au cœur ou au bord de l'Empire aztèque.
la confédération de Tlaxcala sera un farouche opposant, restant indépendante alors qu'elle est à proximité directe des 3 capitales. Teotitlan aussi aura son domaine indépendant, mais également Yopitzinco, les Mixtecs de Tututepec et Metztitlan. Cumarcage, situé au Guatemala, est la capitale des Mayas des Hauts Plateaux et devient à partir de 1510 tributaire de la confédération aztèque. Ceux-ci sont en effet en pleine conquête de la région côtière voisine autour de Choconosco. En plein apogée avant l'arrivée des Espagnols, Tenochtitlan recevant les tribus de nombreuses cités conquises, elle était l'une des capitales les plus riches et puissantes en Mésoamérique. Les villes jumelles de Tenochtitlan et Tlatelolco occupaient une superficie de plus de 13 km² et plus de 200 000 habitants. La construction sur de multiples îlots cernés de canaux et de digues-routes peut faire penser à une sorte de Venise mésoaméricaine. Le marché de Tlatelolco était le plus vaste de la Mésoamérique et impressionna fortement les conquistadors par sa taille et le nombre de produits proposés, ainsi que par l'ordre extrême qui y régnait malgré plus de 60 000 visiteurs, chaque marchandise étant regroupée par thème. La monnaie n'existant pas, le commerce se faisait par troc, même si certains produits faisaient office d'unité d'échange, comme la poudre d'or, les petites haches en cuivre ou les fèves de cacao. Tout de suite une page de pub. Retournez aux sources avec la véritable boisson aztèque. Chocoatl, c'est l'amertume du cacao, aromatisé à la douceur de la vanille, le piquant du piment et du roucou. Ah ouais, c'est amer et ça pique. Chocoatl, le goût authentique qui donne de l'énergie. Toute la Mésoamérique, il faut faire la distinction entre les civilisations qui maîtrisent l'écriture et qui l'utilisent, et d'autres qui ne la maîtrisent pas. Certains vont utiliser des glyphes très ponctuels, comme à Teotihuacan. D'autres utiliser l'écriture pour un principe mnémotechnique plus ou moins étendu. Et enfin, jusqu'aux civilisations qui utilisent pleinement l'écriture jusqu'à écrire de véritables textes. L'écriture apparaît durant le préclassique, où vers -600, les symboles olmèques stylisés adoptent de plus en plus un sens conventionnel. Les premières véritables inscriptions sont à noter davantage vers -300. Les contacts et échanges entre les différents peuples à la chute des Olmèques ont créé un climat culturel dynamique et compétitif propice à l'invention de l'écriture. Et ce sont surtout les Mayas qui vont la développer durant la période classique, entre 200 et 900, dans le même esprit de compétition entre cités, où l'écriture, en tant que système de communication publique, sert à afficher son histoire et prouesse afin de se mettre en avant. Il existait 2 types de glyphes. Les glyphes logographiques, représentant graphiquement le sujet, comme une tête de jaguar pour désigner le jaguar, et les glyphes phonétiques, correspondant à une syllabe indépendamment du sens. La combinaison des deux fait que l'écriture maya fonctionnait un peu comme un rébus, où les mots pouvaient être écrits en symboles logographiques ou en phonétique, ou une combinaison des deux, et où jeu de mots et homophonie, comme dans nos rébus, étaient également courants. Les Mayas porteront l'écriture à son plus haut niveau, dans des calligraphies sur sculptures monumentales, sur des peintures murales ou sur des vases, ou encore utilisées dans les codex mayas, mixtèques et aztèques de la période post-classique. Sur les milliers de codex mayas qui existaient, seuls 4 nous sont parvenus. On leur donne les noms de codex de Dresde, codex de Paris, codex de Madrid et codex Grolier, datant d'après le XIIIe siècle. Ce sont des livres composés de bandes de papier d'écorce de ficus, revêtues d'une mince couche de chaux et pliées en accordéon. 5 codex nous sont parvenus pour les civilisations mixtèques. Pour les Aztèques, aucune trace directe, mais des codex issus d'un environnement culturel très proche ont été trouvés dans la région de Cholula et portent le nom de groupe Borgia. Après la colonisation, des codex ont continué à être rédigés, formant des hybrides entre le style local et des ajouts d'écriture espagnole. Ces codex coloniaux, datant surtout du XVIe siècle, sont des mines d'informations sur les cultures mésoaméricaines, tout y étant détaillé et illustré, et une grande quantité de nos connaissances viennent de ces ouvrages. On pourra citer le Codex de Florence, véritable encyclopédie du monde aztèque, mais aussi le Codex Mendoza, Codex Bourbonicus, Codex Buturini et bien d'autres. Et c'est grâce à ces codex finalement que les Mayas et les Aztèques sont devenus majoritaires dans l'esprit du public, par rapport aux autres civilisations mésoaméricaines. Tout simplement parce que c'est celle qu'on connaît le mieux et dont on parle le plus souvent.
Enfin, à noter également qu'après avoir appris l'écriture alphabétique des missionnaires, les Mayas commencèrent à écrire aussi des livres en cette écriture. Le plus important étant le Popol Vuh, racontant le cycle mythologique fondateur de la société maya, ce qui permet de le comprendre en détail et de pouvoir faire des comparaisons avec les fresques peintes et les sculptures des monuments. C'est le tout premier contact entre Mayas et Européens date du 4e voyage de Christophe Colomb en 1502. C'est seulement en 1517 qu'une expédition de Francisco Hernández de Córdoba commence à cartographier les côtes. Attaqués par les Mayas de Champotón et Francisco étant blessé, les Espagnols se replient. Mais la nouvelle d'une côte qui est habitée pousse à l'envoi de nouvelles expéditions qui en viennent à découvrir l'existence de l'Empire aztèque. Dès lors, la nouvelle de nouvelles terres à conquérir et d'empires débordants d'or attire forcément la convoitise des Espagnols qui envoient des expéditions de conquête. En 1519, Hernán Cortés dirige un contingent de 500 hommes. Ça paraît peu, et pourtant en l'espace de 2 ans, il fait tomber l'Empire aztèque et conquiert Tenochtitlan. Pour cela, il a fait alliance avec un ennemi des Aztèques, la confédération de Tlaxcala, qui participera à la conquête espagnole. En 1524, il envoie Pedro de Alvarado conquérir les terres mayas des hauts plateaux qui s'emparent de la capitale Cumarcage. En 1525, Cortés conquiert le territoire maya du Honduras actuel. À partir de 1527, le Yucatan est la cible de Francisco de Montero. La conquête sera lente, car la fragmentation politique en différents États mayas indépendants faisait que dès que l'un était conquis et qu'on passait au suivant, les anciens se rebellaient. La fondation de Mérida en 1542 marque l'installation définitive des Espagnols dans la région. En 1530, le royaume tarasque, qui était d'un point de vue militaire et en superficie le deuxième de Mésoamérique, après les Aztèques, est conquis par les Espagnols. Ceux-ci ont fait plier tous les empires et royaumes principaux de Mésoamérique. Les révoltes perdurèrent un temps, ici et là, la résistance la plus extraordinaire étant celle de Tayasal, capitale des Mayas Itza. Ils réussirent à maintenir leur indépendance jusqu'au 13 mars 1697, date marquant la fin définitive de la conquête du peuple maya. Comme souvent dans l'histoire de la colonisation, les Espagnols ont ramené avec eux la variole ou le typhus, provoquant des ravages chez les autochtones, affaiblissant davantage les royaumes en place. La population du Mexique à la fin de la période post-classique était estimée à environ 20 millions d'habitants, considérant donc la confédération aztèque, les royaumes mayas et tous les autres peuples indépendants. Un siècle après la conquête espagnole, les nombreuses épidémies mortelles et les mauvais traitements infligés aux locaux diminuèrent la population de près de 90%, ne laissant qu'environ 1,6 million de personnes. C'est le plus grand carnage colonial ayant existé, faisant tomber en poussière des civilisations florissantes. Les cités précolombiennes seront toutes abandonnées, les populations déplacées vers les nouvelles colonies, ou bien de nouvelles villes se construiront sur les ruines des anciennes. Ainsi, Mexico est construite par-dessus les ruines de la capitale aztèque Tenochtitlan. La raison pour laquelle les vestiges anciens sont si peu nombreux pour une ville de cette envergure. Les cités de la confédération de Tlaxcala seront conservées par les Espagnols en remerciement de leur aide précieuse pour faire tomber les Aztèques. Faisant figure d'exception parmi les peuples conquis à l'époque coloniale, les Tlaxcaltèques conserveront une relative autonomie pendant un temps et prendront pleinement place dans la construction historique du Mexique espagnol. Merci d'avoir suivi ces émissions, oui, ces émissions. Hey, si t'as pas vu les 2 précédentes, t'attends quoi? Allez, je vous dis à la prochaine, et on va pas partir si loin que ça. Allez, ciao. Bon bah, je crois qu'on est à la plage. Non, sans déconner, Crix, on est vraiment à la plage, tu crois? Du sable, de l'eau, des rochers et des palmiers. Des palmiers? Des palmiers, ok. Mais alors lequel? Ben, je crois.
recherche nous aurait donc mené à l'artefact. Oh. J'espère que c'est pas un pauvre sandwich, hein. Quelle aventure jusqu'au bout de la nuit, hein, n'est-ce pas? Mais dis donc, je suis venu te sauver, je t'ai libéré, n'empêche avec un grand succès. Mais pourquoi en fait ces artefacts sont si importants? Je veux dire, t'en as déjà trouvé 2, on va pas s'arrêter là? Alors il y en a, je pense, un 3e, et je sais pas du tout à quoi il sert. Faut dire, James me l'a pas dit. Mais donc voilà, on verra bien à la fin quand j'aurai réuni tous les artefacts ensemble. Et t'as une idée d'où peut se trouver le 3e? Alors oui, parce que figure-toi qu'au fond de la boîte, il y avait un message. En Voilà. égyptien ancien. Pas mal, hein, ouais. Moi je sais pas lire non plus le maya et l'égyptien. Non, voilà, j'ai pas la pierre de Rosette en tête non plus, donc je vais devoir rentrer pour déchiffrer ça. Okay. Bah écoute, bon courage l'ami. Merci. Salut l'ami, bon courage pour l'Égypte. À la prochaine. Par contre, l'aéroport c'était à gauche. Non. Aïe aïe aïe. D'où il va?